pour sauver sa peau de dire tout ce qu'il sait sur Donald Trump, la campagne et la Russie. Merci beaucoup Jean-Bernard Cadier, correspondant BFM TV à Washington. Bonsoir Olivier Piton. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris de Washington. Vous avez écrit Les transgressifs au pouvoir chez Plomb. Pensez-vous qu'il soit vraiment inquiet, Donald Trump, au moment où on se parle de cette enquête ? Il est incontestablement inquiet puisque, en fait, le cercle tend à se renfermer autour de lui. Sa défense, pour l'instant, c'est de dire, ce qui est tout à fait juste, que les deux personnalités qui ont été mises en cause, à savoir George Papadopoulos et Robert Manafort, ont commis les faits qui leur sont reprochés avant qu'ils n'intègrent l'équipe de campagne de Donald Trump. Donc, lui dit, il n'y a pas de collusion, il n'y a pas de lien entre ce que ce que j'ai fait durant ma campagne et ce que ces deux individus ont fait avant. Donc c'est sa ligne de défense. Elle est quand même extrêmement fragilisée par le fait, et Jean-Bernard l'a très bien rappelé, par le fait qu'effectivement Manafort est maintenant mise en résidence surveillée et a accepté le principe de collaborer avec les institutions fédérales. Et quant à George Papadopoulos, c'est un homme relativement âgé, qui a des liens anciens, un peu tortueux avec la Russie. Et la question qui se pose, et en tout cas la question que se posent aujourd'hui les experts américains, c'est quel était l'intérêt pour Donald Trump d'aller embaucher ces deux personnalités aussi sulfureuses. Est-ce qu'on joue un nouvel acte de cette guerre entre le FBI et Donald Trump, entre les services et le président américain ? Le procureur spécial, c'est Robert Mueller, c'est l'ancien patron du FBI. Il a été nommé le jour même où Trump a viré James Comey, enfin à quelques heures près, qui était lui aussi patron du FBI. Ce Comey, on se souvient, qui est allé parler au Sénat et qui a dit moi je sais un certain nombre de choses et oui, j'ai fait des fuites dans la presse pour dénoncer les liens entre la Russie et Donald Trump. Alors déjà, la première des choses qui est intéressante pour Donald Trump en termes de stratégie politique, c'est que la première grosse chute dans les sondages est advenue lorsqu'il a viré James Comey, donc l'ancien patron du FBI. Donc il est maintenant pratiquement certain qu'il ne touchera pas à Mueller et qu'il ne le démettra pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne sais pas si on peut parler de guerre. En tout cas, on a essayé de trouver une personnalité qui soit absolument irréprochable. Et Mueller, aussi bien du côté des démocrates que des républicains, est considéré comme étant une personne de grande qualité, incorruptible et non susceptible de donner le change ou de prêter le flanc à une quelconque accointance vis-à-vis des uns ou vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important. La réalité, c'est que de toute façon, vous avez deux camps qui se font face. Vous avez ceux qui sont absolument persuadés que c'est un coup monté, que c'est un complot pour faire tomber Donald Trump. Ces électeurs en gros. Ces électeurs en gros. Et eux ne bougeront pas. Et on a vu déjà les sites qui sont les sites de soutien de Donald Trump, en particulier le très sulfureux Infowars, qui a commencé déjà à mettre en place les contre-feux. Et de l'autre côté, les rangs des démocrates qui considèrent, avec une grande partie de la presse, que c'est un coup de boutoir supplémentaire pour tenter de faire tomber Donald Trump. Ceci étant, ce que viennent de dire les institutions, c'est qu'en l'occurrence, il y a peu de chances que le procès de Manafort arrive avant les midterm elections d'octobre-novembre 2018. Donc de toute façon, on est sur du temps long et il est honnêtement fort peu probable qu'on arrive à commencer à envisager une procédure d'impeachment avant la fin du mandat de Donald Trump. Mais je me souviens, nous étions vus, Olivier Piton, à Washington, vous étiez venu sur notre plateau, et déjà à l'époque, certains se disaient « mais ce président ne fera pas ses 4 années, ce président n'ira jamais au bout, ce président sera empêché ». Et déjà, vous nous expliquiez à l'époque, non, qu'une procédure d'impeachment, même si elle commençait au premier jour de son mandat, elle aurait duré plus de 4 ans. Finalement, cet homme-là est installé, bien installé, et quels que soient les scandales, qui déjà sont nombreux, il ne semble pas pouvoir bouger. Alors, le côté le plus amusant, c'est que le grand modèle de Donald Trump, c'est Andrew Jackson. Et Andrew Jackson est le premier à avoir subi une procédure d'impeachment dans l'histoire des États-Unis. Andrew Jackson, c'était le premier président post-père fondateur dans les années 1830. Donc, ça nous ramène vraiment 1838, vraiment loin en arrière. Mais c'est intéressant en termes de symbole. Deuxièmement, oui, une procédure d'impeachment, c'est très long. Il faut d'abord un vote de la Chambre des représentants. Ensuite, quand il s'agit d'un président des États-Unis, que le président de la Cour suprême engage une procédure contradictoire à l'intérieur du Sénat. Là-dessus, les sénateurs doivent voter à plus des 2/3 pour destituer le président. Tout ça prend énormément de temps, d'autant que la procédure ne doit pas être politique, elle doit être purement juridique. Donc on n'attaque pas l'homme sur ses positions politiques, mais sur ses malversations autres. Donc on est sur quelque chose qui, de toute façon, est de l'ordre du temps long.
La bonne nouvelle pour Donald Trump, c'est qu'il aura forcément le temps de terminer son mandat. La mauvaise nouvelle pour Donald Trump, c'est que ça va lui coller au bas comme un sparadrap durant l'intégralité de son mandat. Est-ce que les États-Unis, vous qui vivez entre les deux pays, sont toujours les États-Unis d'il y a un an? Vous me disiez il y a quelques instants, les électeurs de Trump, finalement, ils n'ont pas tellement changé d'avis. Donc ça veut dire qu'il y a ceux qui l'ont choisi et qui continuent mordicus de le soutenir, et puis tout le reste du pays qui ne voulait pas de cet homme et qui continue de le dénoncer? C'est en partie vrai. La grande base de l'électorat Donald Trump continue à le soutenir. Ceci étant, on a remarqué un certain nombre de pics, ou plutôt de baisses, assez inquiétantes pour Donald Trump dans ses cotes de popularité. À chaque fois qu'il donne l'impression de perdre ses nerfs vis-à-vis d'un représentant officiel, en particulier du monde judiciaire, ou de personnes qui sont habilitées à lui porter contradiction. Et James Comey, c'était l'exemple qu'on citait tout à l'heure, l'ancien patron du FBI, au moment de son éviction, c'est le moment qui coïncide avec la première chute sévère dans les sondages de Donald Trump. Donc, l'électorat américain est prêt à croire, en tout cas celui qui le soutient, est prêt à continuer à le soutenir à partir du moment où ils ont le sentiment qu'il ne transgresse pas une certaine forme de, de respect vis-à-vis des institutions chargées, on va dire au moins, d'instruire les affaires. On sait que, pardon pour l'exemple, mais quand même je trouve qu'il est parlant. Dans le cinéma américain, bien après la fin de la guerre froide, les méchants c'était les Russes. Dans chaque film à gros budget, le méchant c'était un Russe. Bon bref, il se trouve que là on parle quand même de collusion avec un peu l'ennemi historique des États-Unis et ça ne touche pas cet homme, ça ne touche pas Donald Trump. On le soupçonne des proches avis de complot avec la Russie. Ça ne touche pas cette opinion populaire qui est tout le temps biberonnée à l'ennemi russe. Alors vous avez entièrement raison, le grand ennemi reste la Russie. C'est frappant, lorsque vous discutez avec des membres du département d'État, ils vous expliqueront que de toute façon, la menace principale reste la Russie. Donc ça c'est toujours c'est une sorte d'inscription dans l'ADN des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Deuxièmement, où se situe le problème? Le premier problème, c'est est-ce que les Russes ont pu véritablement, s'il l'avait voulu et s'il est prouvé qu'il l'ait voulu et qu'il l'ait fait, influer sur le résultat de l'élection américaine. Personne ne pourra jamais répondre à cette question. Est-ce que même si les Russes l'avaient fait, est-ce que pour autant le résultat aurait été différent? Enfin, du moins, s'ils ne l'avaient pas fait, est-ce que le résultat de l'élection aurait été différent? On ne le saura jamais. Les experts le disent, c'est absolument immesurable. Deuxièmement, est-ce que Donald Trump ou son entourage a commandité, organisé, quoi que ce soit avec les services gouvernementaux russes? Première possibilité. Ou deuxième possibilité, est-ce qu'il a profité une sorte d'opportunisme du fait que le gouvernement russe ait décidé de s'attaquer à Hillary Clinton et que d'une certaine manière, il a été le gagnant par dommage collatéral. Très difficile à prouver. Dans tous les cas de figure, la grande difficulté dans cette histoire, c'est que le public américain a aujourd'hui du mal à appréhender, et Jean Bernard avait raison de le souligner tout à l'heure, la complexité de cette affaire. Il y a énormément d'acteurs. Et je termine là-dessus, le point principal qui pour l'instant inquiète véritablement Donald Trump, bien plus que Papadopoulos, bien plus que Manafort, c'est que son gendre, en juin 2016, Jared Kushner, était à Moscou et a rencontré une avocate très proche de Vladimir Poutine qui s'appelle Natalia Veselnitskaya. Et là, en revanche, c'est prouvé. Et on n'a toujours pas d'informations sur ce qui s'est passé à l'occasion de cette entrevue. Merci beaucoup Olivier Piton d'avoir été avec nous. Les transgressifs au pouvoir, c'est votre livre. Et c'est chez Plomb. Restez avec nous dans un instant, c'est la suite de Grand Angle. Nous reviendrons sur les derniers développements après la disparition de cette joggeuse. C'était samedi dans la Haute-Saône. Le procureur de la République de Vesoul a parlé. Retrouvez votre magazine Grand Angle avec le nouveau Frisque Clean Breath. Les nouvelles pastilles mentholées